Alain Quatennens, bonjour. C'est ce matin le plan pauvreté présenté par Emmanuel Macron, 8 milliards. La somme est colossale et pourtant depuis des mois la France Insoumise dit qu'il n'y a aucun volet social dans la politique du président de la République. Est-ce que vous n'êtes pas contredit ce matin? Bonjour. Écoutez, d'abord, ce qu'on voit, c'est que dans la première année du quinquennat, Emmanuel Macron a fait des choix très ambitieux pour les plus riches de ce pays. Ça a le mérite d'être clair. Des choix budgétaires qui ont, pour l'essentiel, redistribué vers ceux qui détiennent déjà beaucoup, pour qui ça va encore bien mieux, en espérant effectivement que tout le monde en bénéficie via une relance de l'économie. On voit aux premiers résultats, notamment en matière de création d'emplois, ou y compris de trajectoire budgétaire, que ça ne fonctionne pas si bien. Ensuite, aujourd'hui, il présente un plan pauvreté. Nous allons regarder ça avec intérêt, puisque la situation dans le pays est grave, il faut le dire. On compte 9 millions de pauvres à peu près en France. Vous avez 1 million de personnes qui travaillent, qui occupent un emploi et qui, malgré tout, sont sous le seuil de pauvreté. Donc la situation est grave. Alors vous savez, Monsieur Durand, parfois les gens disent moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, mais par contre je suis vraiment attristé du fait de voir autant de pauvres. Sans penser qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Parce que voyez-vous, la richesse produite dans un pays, il est bien question de sa répartition. Quand on dit qu'il faut partager les richesses, on ne parle pas de confisquer aux riches. On parle bien d'une meilleure répartition. Aujourd'hui, c'est le principal problème que nous avons. Donc là, mais dans la campagne d'Emmanuel Macron, il y a toujours eu cette idée qui s'articule. Au fond, il ne dit pas qu'il y a deux parties dans son quinquennat. C'est un moment où on a aidé les uns et de l'autre côté, un moment où on a favorisé les autres. Lui, il dit, c'est la continuité de mon programme. J'ai toujours dit que je voulais une certaine forme de ruissellement dès le début, et après donc inégalité scolaire avec Blanquer, partage des classes où c'est dans les petites écoles, et maintenant donc cette somme qui est quand même assez colossale est reprise en main par l'État du RSA aussi. Non mais le problème, pour que ça fonctionne mieux. Le problème, si vous voulez, c'est que pour l'essentiel, compte tenu des choix qui ont été faits, c'est d'abord principalement les plus riches qui en bénéficient, et le lien entre les deux, c'est-à-dire cette théorie du ruissellement ou des premiers de cordée, on l'appelle comme on veut, qui ferait que tout le monde en bénéficie, ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la richesse, malheureusement, y compris ne se réinvestit pas profondément dans l'économie réelle, elle s'accapare. Le capital ponctionne le travail, mais en réalité, il n'y a pas la redistribution. Vous savez, moi, je pense qu'on pourrait imaginer un investissement qui permette de faire en sorte que l'économie soit relancée. Bon, regardons en tout cas dans le détail. Moi, je vais regarder ça avec gauche, comme par exemple, on en parle beaucoup de Jean Perlevat, qui était banquier, vous le savez, qui était le banquier du Crédit Lyonnais, mais qui a été un des conseillers économiques de Pierre Monroy, qui lui fait une analyse totalement inverse. Il dit que le quinquennat de Macron est pratiquement terminé, écrit-il dans le Nouvel Observateur. Et il y a dans les Échos, pour une seule et simple raison, c'est que justement, on n'a jamais baissé la dépense publique. Donc, et que quand on ne baisse pas la dépense publique, ça devient impossible d'enrayer le chômage. Pour ce qui est de la dépense publique, d'abord, vous voyez que la première partie du quinquennat a été plutôt l'accroissement de certaines dépenses pour les plus riches. Là, on va regarder dans le détail ce qui va se faire. Il y en a pour 8 milliards, vous dites. Bon, d'abord, est-ce que 8 milliards pour un plan pauvreté, c'est vraiment ambitieux? Moi, je pense qu'en réalité, la seule trajectoire budgétaire reste de faire des économies. Faire des économies, ça n'est pas un projet politique. La question est de savoir de quoi nous avons besoin et comment on se dote des moyens pour le faire. Vous savez, rien que le RSA. Si vous prenez le terrible cas du non-recours, aujourd'hui, c'est ça le principal. Vous avez près de 30% de gens qui ont des droits, qui ne recourent pas à ces droits. C'est pourquoi, par exemple, avec la France Insoumise, nous allons dans les quartiers, pas seulement pour parler des élections, justement, mais pour expliquer aux gens, vous avez des droits, saisissez-vous-en. Par exemple, le RSA, vous savez que si on automatise le fait que le RSA soit directement donné à ceux qui en ont le droit, sans qu'ils aient à faire des démarches, l'État aujourd'hui fait 5 milliards d'économies, rien qu'avec le non-recours, c'est-à-dire parce que des gens ne demandent pas ce RSA. Moi, je vais vous dire, il y a des propositions plus ambitieuses à faire, parce qu'aujourd'hui, là, on parle potentiellement, vous savez, Monsieur Macron a quand même été celui qui a dit, en parlant des minima sociaux, que ça coûtait un pognon de dingue. Faut voir aussi la réalité, c'est que le système français de redistribution aujourd'hui permet ce fait qu'il y a de la pauvreté, on estime à peu près 14%. S'il n'y avait pas ce système de minima sociaux qu'Emmanuel Macron fustige en disant que ça coûte un pognon de dingue, ce serait 10% de plus de personnes dans le pays qui seraient pauvres. Parce que je suis pas son avocat, mais si on retient cette phrase-là, on peut retenir celle aussi. Évidemment, en tout cas, il y a quelque chose. Si vous regardez, y compris les rapports, les rapports qui ont été transmis au gouvernement pour ce plan pauvreté préconisent par exemple la fusion de certaines aides. Attendez, je voudrais vraiment juste terminer sur la pauvreté. La fusion de certaines aides pourrait ensuite être un recul de revenus pour un certain nombre. Moi, j'ai deux propositions à vous faire, par exemple. La France Insoumise propose l'instauration d'un revenu dignité, une garantie dignité de 1 000 € par mois pour une personne seule. C'est une solution pour la pauvreté parce que là, on est sur des économies bout de ficelle. Sur la trace du revenu universel. On est sur des économies et du bout de ficelle qui ne sera pas correct pour enrayer la pauvreté. Ensuite, deuxième proposition, j'en formule une comme ça, Emmanuel Macron fera ce qu'il veut, instaurer pour un certain nombre de choses la gratuité. Je prends l'exemple de l'eau.
vous savez que l'eau est essentielle à la vie, sans eau vous mourrez, l'eau sert à boire, à se laver, eh ben on pourrait imaginer de financer le fait que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits. Quand je dis gratuit, c'est pas simplement pour les plus pauvres, gratuit pour tous, et que les mètres cubes supplémentaires coûtent plus cher. Donc, par exemple, est-ce que le fait de remplir sa piscine ou de laver sa voiture, eh bien, est-ce que cette eau-là ne peut pas coûter plus cher que l'eau qui sert à boire ou à se laver? Alain Quatennens, nous sommes en direct, vous venez de parler du RSA, vous savez très bien que la réalité du RSA n'est pas forcément celle que vous décrivez, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui touchent le RSA et qui ne cherchent jamais de travail, ou qui vivent avec le RSA pendant des dizaines d'années pas des dizaines d'années, j'exagère, pendant de nombreuses années sans qu'il y ait le moindre contrôle. C'est d'ailleurs pour ça, je termine, c'est d'ailleurs pour ça que l'État veut reprendre le contrôle sur le RSA. C'est qu'il n'y a pas de suivi. Guillaume Durand, aujourd'hui, vous ne pouvez pas raisonnablement croire que quand vous touchez 551 € par mois, vous êtes freiné dans votre recherche d'emploi. Et puis sur la situation de l'emploi dans ce pays. Non mais je veux dire, c'est le chiffre qui est donné. Oui, mais on n'est pas en train de nier la réalité. Aujourd'hui, Pôle emploi contrôle déjà les chômeurs et n'a pas attendu Monsieur Macron pour faire des contrôles. Et figurez-vous que les chiffres de Pôle emploi sont clairs. 86% des gens qui sont en recherche, chez Pôle emploi sont en recherche active. Et pour les 14% restants, 2 tiers ne sont même pas indemnisés. Je rappelle à votre micro quand même que l'indemnisation chômage, ce n'est pas la charité. D'accord? Vous cotisez pour pouvoir toucher le chômage. La situation de l'emploi dans notre pays, moi je suis heureux que elle intéresse tout le monde. C'est une situation de pénurie d'emploi. Il faut entendre ça. Aujourd'hui, vous avez en moyenne un emploi non pourvu, Guillaume Durand, pour 44 chômeurs. D'accord? Ça veut dire que même si vous mettez toutes celles et ceux qui n'ont pas d'emploi dans une case vide, vous avez encore une masse considérable de chômage. Formation. Il y a énormément de chefs d'entreprise. Non, mais il y a énormément de chefs d'entreprise qui cherchent. Il y a ce problème. Il y a ce problème. Prenez par exemple la restauration. Ils n'arrêtent pas de chercher les gens, ils n'en trouvent pas. Je suis d'accord avec vous. Il y a ce problème-là, mais vous voyez bien quand même que quand je vous dis qu'il y a un emploi non pourvu pour 44 chômeurs, que 8 contrats sur 10 qui sont signés à cette heure sont des contrats courts, ça n'est pas le seul problème. D'ailleurs, il y a eu une loi sur la formation récemment. Dans les auditions auxquelles j'ai participé, toutes celles et ceux qui voulaient développer la formation me disaient développer la formation, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais si on ne crée pas d'activité. Vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est pas de baisser les droits ou de faire en sorte que on diminue les indemnisations, les aides sociales. C'est toujours le président des riches, quoi. Mais évidemment, c'est-à-dire que si vous voulez, Emmanuel Macron s'inscrit malheureusement dans la continuité de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Si vous voulez, vous, en tant qu'observateur, je vous dis tout de suite, ne perdez pas de temps, Guillaume Durand, à attendre d'Emmanuel Macron que ses résultats soient différents que ses prédécesseurs, pour la raison, Monsieur Durand, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous voulez des résultats économiques, écoutez-nous. Nous proposons de relancer l'activité. Considérez qu'il n'y a pas de changement parce que c'est une politique que vous qualifiez d'antisociale. D'autres considèrent qu'il n'y aura pas de changement parce que justement on continue à exploser les dépenses publiques. Mais c'est pas sérieux. Regardez, en gros, s'il fallait résumer, mais la question aujourd'hui, Monsieur Durand, c'est même pas les étiquettes. Mais c'est pas les étiquettes qui comptent. Vous voyez, je ne connais pas vos opinions politiques, mais je suis à peu près sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder, si vous voulez. Moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est pas de m'adresser à un camp, c'est de délimiter ce qui est peut-être l'intérêt général. Vous avez des gens, quand on leur dit, par exemple, que la planification écologique peut être un défi qui relance l'activité, que le partage des richesses est nécessaire. Enfin, c'est Victor Hugo qui écrivait que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Il y a un lien entre les deux. Mais Victor Hugo, c'est le 19e siècle. Bien évidemment, mais aujourd'hui, ça se vérifie encore. Moi, j'adore Victor Hugo, c'est le plus grand écrivain français, c'est le 19e siècle. Eh bien, regardez ça de plus près. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on le sait, Guillaume Durand, en moyenne, un Français travaillait dans les années 80 quelque chose comme 9 jours par an pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est près de 40 jours. Vous ne pouvez pas ne pas voir qu'aujourd'hui, le problème... Vous êtes obligé de produire de la richesse. Mais comment on produit de la richesse, Guillaume Durand? Si vous mettez de l'argent dans un coffre, que vous revenez 3 mois plus tard, qu'il n'y a pas eu de travail humain entre deux, je peux vous assurer que la somme sera la même. C'est le travail qui produit la richesse, Guillaume Durand. C'est le travail, mais c'est aussi le capital. S'il n'y a pas de capital, il ne peut pas y avoir de travail. Et deuxièmement... Et inversement... D'accord, je suis tout à fait. Inversement, le seul bémol que je voulais mettre, après j'ai des questions à caractère politique très brèves à vous poser, c'est qu'il ne faut pas confondre le capitalisme financier et les entrepreneurs. Je suis bien d'accord. Mais alors là, 100% d'accord avec vous. Apple avec Merrill Lynch, je suis 100% d'accord avec vous. On ne peut pas parler de l'entreprise, vous avez raison, il y a les très grosses et les petites qui souvent subissent leur écosystème. Et d'ailleurs, juste un exemple au passage, c'est la France Insoumise qui, dans la campagne présidentielle, proposait la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME. Benalla Ferrand. Oui. 2 noms. Vous en pensez quoi?
Écoutez, ces noms-là sont l'incarnation de la décomposition en cours du système Macron. C'est-à-dire que la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, outre le fait qu'elle a démontré qu'il s'inscrivait dans la trajectoire politique donc, de ses deux prédécesseurs, et l'autre convoqué devant l'enquête du Sénat. On a évidemment tous les ingrédients du vieux monde. C'est-à-dire qu'on nous présente le renouvellement. Emmanuel Macron disait on va laver plus blanc que blanc, et on voit bien que sur la forme comme sur le fond, c'est une grande continuité. Puis par ailleurs, il y a une crise politique en cours. Moi, je suis à peu près persuadé. Avec 300 députés. Il y a un point. Ils ont 300 parlementaires. Oui, mais vous avez vu hier quand même que par exemple M. Ferrand a été élu, mais assez mal. Il lui manque à peu près 19% des voix de son propre camp. D'habitude, quand c'est une majorité qui présente un candidat, il n'y a pas plusieurs candidats, il y avait le MoDem. Bon, en l'occurrence, il y a une crise politique. L'affaire Benalla a été l'une des prémices, mais la démission de Nicolas Hulot, qui est une démission sanction pour la Macronie, et qui signifie surtout qu'il n'y a pas de compatibilité entre l'écologie et le libéralisme. Mais entre écologie et libéralisme, il faut choisir. Et moi, je pense que l'écologie est beaucoup plus porteuse, y compris pour l'activité de notre pays. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci à vous, Guillaume Durand.